troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Eliamine Soum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine, et Ibouba, journaliste politique. Juste avant la pub, nous parlions donc de l'introduction en Afrique du Sud d'un salaire minimum. La mesure devrait entrer en vigueur, si tout va bien, le 1er janvier 2019. Alors, la question aussi qu'on pourrait se poser autour de cette introduction, c'est si le gouvernement a véritablement les moyens de pouvoir l'appliquer. Est-ce qu'il y a assez d'inspecteurs du travail? Est-ce que les syndicats sont suffisamment organisés, structurés pour pouvoir faire respecter cette nouvelle loi? La question posée comme ça, pour moi, l'État a les moyens de tout faire. L'État a les moyens de tout faire parce que c'est une institution qui est là. Elle a la capacité, si elle veut, il manque que la volonté politique, elle peut tout faire. Mais au-delà, le salaire minimum, pour moi, je considère un salaire minimum, c'est tout salaire qui permet de mettre fin à une paupérisation. Tout salaire qui permet d'avoir une justice sociale. Tout salaire qui permet à une famille de vivre dignement. Des économistes prouvent, en tout cas qui ont fait des études là-dessus, ils prouvent que quand on prend un salaire minimum sur le ratio horaire moyen, un salaire en tout cas qu'ils appellent justifiable doit osciller entre 45 à 50% à peu près. En dessous de 45%, ça veut dire que le salarié ne vit pas décemment, il a un salaire revenu très faible. Au-delà de 50%, ça coûte très cher à l'entreprise en termes de coûts ici. Donc il faut trouver le juste milieu entre là. L'Afrique du Sud a fait ce choix du salaire minimum, c'est très bien. En termes économiques, ça permet ici de repartir les tâches du travail, de créer plus d'emplois au niveau des entreprises, en tout cas de créer une masse salariale ici qui était à un moment donné bloquée ou en tout cas insuffisante. Mais à côté, vous dites vrai. Je pense que fondamentalement, quelle que soit la politique économique qu'on applique, quelle que soit la force d'une politique économique, pour moi, elle dépend d'une volonté politique. Alors, depuis quelques années, les familles noires, parce que cette mesure va surtout concerner les travailleurs noirs. Alors, les familles noires ont vu progresser leur revenu à peu près 170%, ce qui est énorme, ce qui a permis de voir émerger une classe moyenne noire. Et est-ce que, justement, l'introduction de ce salaire minimum ne va pas remettre en question cette dynamique, aussi fragile soit-elle? Non, déjà, il faut voir d'où on part. On part quand même d'un système extrêmement injuste, un système qui a mis en place une économie avec des très grandes inégalités. C'est ça l'Afrique du Sud. Politiquement, c'est l'organisation d'une injustice sur le temps long. Donc se défaire de ça, ça prend du temps. Donc l'émergence d'une classe moyenne, c'est une bonne chose. Et maintenant, il faut tirer encore plus ceux qui viennent derrière. Mais justement, la manière dont ce salaire est plafonné, est-ce que ça remet pas en question, ça va pas remettre en question la dynamique enclenchée? Plafonné par rapport à qui? Par rapport aux classes populaires? Non, moi je pense qu'au contraire, ça va tirer vers le haut. Ça va les faire rentrer une partie dans les... Je pense que c'est des craintes qu'ont beaucoup d'économistes un peu libéraux en disant attention, on est quand même au XXIe siècle, il faut en finir avec l'esclavage des travailleurs, des gens qui sont sous-payés, qui n'ont aucune garantie. On le voit, ceux qui travaillent dans les mines, c'est des conditions extrêmement difficiles. Donc là, je veux dire, je rejoins cette idée de l'État peut tout. C'est-à-dire on est dans un pays riche, un pays qui a des ressources naturelles énormes, qui a aussi toute une histoire qui fait la particularité de l'Afrique du Sud. Donc oui, il n'y a pas de... Ça, c'est souvent les craintes qu'expriment on va dire les très riches en disant attention, on va pas donner quelques miettes, parce qu'au final, ça représente rien. Non, justement, parce que si en tout cas on replace un petit peu les différentes craintes qui sont exprimées par les économistes, et peut-être que vous avez raison, certains économistes, mais alors... Eux sont d'accord pour l'introduction d'un salaire minimum, mais c'est le plafonnement qui pose problème. Ibouba. Oui, le plafonnement pose problème, mais vous savez, aujourd'hui, les peuples sont tout à fait éveillés aussi. Vous avez bien vu ce qui s'est passé en France. Comme mon ami ne veut pas comprendre l'exemple de la France, mais il préfère l'exemple suédois en matière de démocratie. Il a raison, je le rejoins. Ce qui se passe en France peut se passer aussi ailleurs, comme en Afrique du Sud. Vous avez bien vu le cas des Gilets jaunes. Donc voilà, on pourra aussi avoir des Gilets jaunes aussi en Afrique du Sud. À un certain moment donné, cette population noire frappée par la mélancolie, la détresse, une page de vie quasiment dénaturée, se voit donc vivre au bas de l'échelle, en quelque sorte, donc a besoin effectivement de sortir de là. Et maintenant, comme il y a des élections présidentielles aussi que nous avons en vue en 2019, donc tout est bon
pour afficher donc, voilà, le popularisme et pour essayer donc d'attirer en sorte de guet-apens en fait, à cette population-là de venir rejoindre, puisque M. Cyril Fonza doit être président, doit se présenter plutôt aux élections présidentielles de 2019 comme candidat de l'ANC. Alors il y a quand même une contestation, hein. Donc les populations ne sont pas tout à fait dupes, Mahmoud Oumara. Les populations ne sont pas dupes. Je pense qu'il y a un certain éveil de conscience qui se fasse aujourd'hui en Afrique avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation. Le peuple commence à comprendre ce que font les politiques en général. Aujourd'hui, l'histoire du salaire minimum, c'est quasiment se fait dans beaucoup de pays africains. Au Sénégal, ça se fait. Au Mali, ils sont à peu près entre 80 à 100 euros à peu près le mois. Mais le plafonnement pose problème. Pour moi, un salaire minimum, je pense que l'éthique politique a véritablement un enjeu à faire là-bas. C'est-à-dire que quand on prend un ancien président comme l'ancien, pas Beki, mais celui qui est venu après Beki, non, après Beki, l'ancien président, Jacob Zuma, ouais, le fameux Zuma, qui, de scandale en scandale, il quitte la présidence, des millions d'euros qui sont servis pour des biens personnels, alors que tu as un peuple affamé, qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec une grosse insécurité et de la violence. Ouais. Et la violence. Et du coup, on n'arrive pas à trouver solution pour les bas peuples, pour les gens qui sont là et qui votent pour vous. Et je pense qu'il arrive un moment où le peuple en aura marre et le peuple fera front face à cette réalité et prendra les décisions qui s'en imposent. On a pris l'exemple de la France. Aujourd'hui, on arrive à un plafond de verre où le SMIC ne suffit plus pour subvenir à des besoins. Ben, les gilets jaunes, c'est les 6 centimes qui ont débordé en France, c'est les 6 centimes de trop, parce que la classe moyenne se trouve taxée, et du coup, on se retrouve dans une situation où, comme par hasard, les solutions ont été trouvées dès que les gilets jaunes ont fait 2, 3, 4 actes. On a pu trouver une solution rapidement. En 4 lignes, on a pu augmenter le SMIC de 100 euros. Pour moi, le plafond du SMIC, l'État est en mesure d'augmenter encore plus. Parce que l'État, qu'est-ce que c'est l'État? Il fallait que le président Cyril Ramaphosa aille plus loin, que c'est $1,45. L'État, c'est comme une famille. C'est déjà bien. Un foyer. $1,45, c'est pas évident, puisque... Non. Non, en termes économiques, donc je ne suis pas un professeur d'économie. En tout cas, ce n'est pas tout à fait ce que pensent les Sud-Africains qui sont actuellement mobilisés contre cette mesure. De les façons, qui parmi eux, donc à Zuma, vous avez parlé de Zuma, vous avez parlé de tous ces présidents qui ont été en Afrique du Sud, mais personne n'a augmenté le SMIC en Afrique du Sud, si ce n'est pas lui. À mon avis, je crois que c'est salutaire quand même, hein, puisque... Donc pour vous, il n'y a pas cette légitimité dans la contestation? C'est ce qu'on attend de tous les présidents aujourd'hui. Mais comme vous le savez très bien, il y a le patronat aussi qui s'oppose, ce qui s'oppose en France et ce qui s'oppose aussi en Afrique du Sud. Et donc voilà, le président Cyril Fonza n'est pas... C'est vrai que c'est le président... Voilà, c'est pas qu'il est le seul détenteur donc, du... Oui, mais il y a des luttes. Hein. Quand on prend l'histoire, après la crise de 29, on revient à l'État-providence. Dans les années 70, on va vers le retour des actionnaires et des patrons. 2008, on a une crise financière. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on peut espérer qu'il y a un recul des actionnaires et que la question sociale est en train de revenir partout dans le monde. L'État, ce que l'État peut faire, par exemple, au-delà de ça, c'est d'accompagner à travers des allocations sociales, à travers des aides que l'État peut mettre en place, à travers des logements sociaux. Parce qu'au final, le salaire doit permettre à un citoyen de vivre décemment. Et si les 1 euro dont on parle, ou les $1 dont on parle, on vous le paye, mais au final, vous n'arrivez pas à vous loger, vous n'arrivez pas à vous soigner, au final, qu'est-ce que ça apporte? Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que l'État ne devrait pas plutôt jouer sur un encadrement des salaires plutôt que de partir sur un salaire minimum imposé, sachant que se pose également la question si l'État a réellement les moyens de faire appliquer cette loi dans le contexte qui prévoit actuellement en Afrique du Sud? Moi, je pense que si on prend l'histoire des luttes sociales et de la politique depuis le 19e siècle où il y avait encore de l'esclavage, où les gamins
Africains travaillaient dans les mines, etc. Et toutes les luttes, aujourd'hui, on a suffisamment de richesses à l'échelle mondiale pour que ce soit redistribué. C'est même pas qu'en Afrique du Sud que ça se pose. Demain, au XXIe siècle, l'un des défis, c'est un revenu minimum mondial à l'échelle de la planète. On a une conscience aujourd'hui de l'humanité et donc je ne pense pas encadrer, etc. L'Afrique du Sud a suffisamment de richesses. La question, c'est la question des inégalités qui ont explosé. Absolument. Donc, l'encadrer, etc., c'est une première étape intéressante. Il faudra voir comment effectivement ça sera appliqué pour aller vers plus de justice sociale. De toute façon, ça va être avec la crise environnementale, ça va être l'une des gros sujets brûlants parce que maintenant, il y a une conscience universelle et humaine qui consiste à dire les richesses doivent être redistribuées. On n'a pas le temps d'attendre encore des années. Et pour aller plus loin, même l'Afrique du Sud, qui a quand même un gros poids en Afrique, devrait porter cette idée demain d'un revenu universel mondial. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça ne se limite plus à l'Afrique du Sud, mais à l'ensemble de la planète. Et cela, donc, effectivement, vive les gilets jaunes. On a un journaliste sénégalais gilet jaune. Il faut qu'on soit capable, de mobiliser les recettes fiscales, les impôts. Il faut que l'État soit capable. Quand on met fin à ne serait-ce que 10% comment on appelle ça, quand on met fin à tout ce système de corruption, à tous ces systèmes de malversation financière, on peut facilement redistribuer la richesse à l'échelle. Vous avez dit quelque chose de juste, c'est qu'à l'échelle mondiale, on est capable de mettre fin à la famine dans le monde. Si on refuse de le faire, pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies, il y a des intérêts des hommes et des femmes qui refusent à ce que ça soit fait parce que ça prend le dessus. Mais on est capable aujourd'hui de mettre fin aux problèmes, aux défis sociaux qui s'imposent à nous. Il faut qu'ils mobilisent les recettes. Moi, je prends toujours l'État comme étant une famille, un foyer. Un foyer avec un revenu et avec des dépenses. Quand les dépenses sont supérieures à la recette, vous trouvez des moyens de financer à travers un investissement, aller à la banque, emprunter, mais aussi il faut avoir la capacité de financement. Et quand les recettes sont supérieures aux dépenses, vous avez un excédent, vous pouvez dire tiens, on peut aller au ciné, on peut aller au restaurant, on peut faire certaines choses. Faire attention à l'héritage, la famille. Après, ça se passe mal parfois. Alors, est-ce que ce plafonnement, l'introduction de ce salaire peut relancer le front social là, à quelques mois des élections générales? On se rappelle qu'au mois d'avril, lorsque le débat sur ce salaire minimum a été lancé, la CEFTU, c'est la deuxième fédération syndicale du pays, a été à l'origine d'un mouvement de grève des manifestations qui constitue alors quand même le premier mouvement social d'importance auquel était confronté l'actuel président Cyril Ramaphosa. Il faut s'attendre à un renforcement de la mobilisation au cours des prochains mois, Ibouba? Sans doute, oui. Mais au fait, ce qu'il faudra comprendre, moi, je crois que les 1,45 $, c'est peut-être sûrement minime pour la population. La population salue effectivement l'idée qui est tout à fait émancipatrice pour le développement même donc de l'Afrique du Sud, mais aussi qui peut servir de levier donc entre l'État et la population, cette basse classe-là. Donc, les syndicalistes ne sont pas pour, puisque justement, ils savent que l'État peut faire plus. Et ce plus-là qu'ils peuvent faire, ils attendent aujourd'hui que l'État puisse faire plus que les 1,45 $. Mais est-ce que cela se fera ou pas? La grande question, elle est là. Alors, le président est en train finalement de jouer sa capacité à entendre les revendications? Il est obligé d'entendre les revendications parce qu'il est élu pour écouter le bas peuple, à mon avis. Il peut faire plus. Alors, et y apporter des réponses, c'est ça aussi. Exactement. Absolument. Mais je pense que Cyril Ramaphosa est assez intelligent de savoir que il se trouve dans une phase où il doit apporter des solutions très rapides à la population. Les contestations sociales qui sont... Les Sud-Africains, je pense qu'ils ont une histoire de lutte sociale qui est très ancrée dans la conscience politique des jeunes Sud-Africains. Et je pense que cette lutte doit continuer pour qu'ils puissent avoir un salaire décent. Sans salaire décent, je ne vois pas comment ils pourront s'en sortir dans les années qui viennent. Et le président Cyril Ramaphosa peut répondre à leurs revendications. Mais les revendications syndicales sont justifiées. Pourquoi? Parce que les syndicats, le peuple voit ce qui se passe en général au sein des leaders politiques, au sein de la classe politique, au sein des gouvernants. Et si les gouvernants ne donnent pas l'exemple
à la population. La population est tout à fait d'accord de voir que, ben voilà, monsieur il roule en 4x4 et moi je vais à pied, donc il faut qu'il soit capable un jour de diviser l'achat des voitures ou l'achat des biens. Réduisons le coût de l'État pour investir ailleurs, je pense. Alors, le président joue gros là sur cette affaire, à quelques mois des élections, sachant que peut-être que cette frange de la population peut éventuellement basculer dans le camp en tout cas de représentants politiques tels que Julius Malema, qui est d'ailleurs l'un des partis à l'origine de ce salaire minimum qui a peut-être par la suite été repris par l'ANC. Oui, bien sûr. Bah là, c'est comme dans tous les jeux politiques, vous avez une proposition, ensuite les gens vont dire, vous voyez, regardez aujourd'hui par rapport à la réponse de Macron sur les gilets jaunes, il y en a qui disent c'est suffisant, d'autres ils disent non, il faut aller plus loin, etc. Donc effectivement, voilà. D'autant plus que cette question, elle est vraiment, une fois de plus, j'insiste dessus, structurante de l'histoire politique et sociale de l'Afrique du Sud. Donc la question des inégalités qui explique en partie la violence. C'est une société avec des taux d'homicide extrêmement importants, l'Afrique du Sud. Parce que vous avez des inégalités de richesse, d'accès à la consommation qui sont déments. Donc bien évidemment que tout ça, ça peut impacter sur le développement et la campagne pour les prochaines élections en 2019. Ibouba ? Je crois que en fait, la population attend plus et que les syndicalistes savent qu'aujourd'hui l'État peut faire plus aussi. Et ils vont profiter et puis ils vont mettre le couteau dans la plaie en quelque sorte afin que le président puisse quand même aller un peu plus loin. En $45, je crois que c'est très minime et ils attendent plus. Donc voyons voir ce qu'il fera le président sérieusement. Donc une pression peut-être au cours des prochains mois. Absolument, des prochains jours. Le syndicalisme par défaut, c'est la pression. Donc pour qu'un syndicalisme marche, il faut mettre la pression. Donc sans pression, ils n'iront nulle part. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Mamoudou Mara. Je rappelle que vous êtes président de Génération Républicaine. Eliamine Soum, vous êtes sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Ibouba, je rappelle que vous êtes journaliste politique. Merci à tous les trois. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bon week-end. Merci.